Merci et bienvenue à Hebdo Santé sur Medi 1 pour le décryptage de l'actualité sanitaire sur le continent. La pandémie de Covid-19 continue de sévir avec de nombreux variants qui sont tout aussi virulents les uns que les autres. Pour faire face à cette menace persistante, quelle mobilisation communautaire? Nous avons justement fait appel à des spécialistes pour échanger sur la question. Docteur Obodou, Evelyne Patrice, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes pharmacienne, Oui. économiste de la santé, manager de programmes de santé, ancienne directrice exécutive d'Enda Santé et maintenant vous assurez la coordination de l'Observatoire communautaire de la santé. Tout à fait. Alors, ancienne directrice exécutive de Enda Santé, je l'ai dit. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Oui, oui. Dites-nous déjà, Enda Santé, c'est quoi? Alors, Enda Santé, c'est une organisation africaine qui investit dans le développement, la santé notamment. Cette organisation fait partie d'un réseau plus grand, Enda Tiers-Monde, et qui touche différents domaines. Pour ce qui est d'Enda Santé, donc, nous sommes représentés dans 9 pays, la Côte d'Ivoire étant le dernier pays qui a ouvert ses bureaux, en 2015 notamment, et nous faisons focus sur les populations vulnérables et sur l'engagement, le soutien aux organisations de la société civile engagées en santé. D'accord, donc vous les soutenez également dans le cadre de cette pandémie de Covid-19. Tout à fait. Allez, vous n'êtes pas seul sur le plateau. Nous sommes également avec un docteur Adiogwa, Edgar Valéry. Bonjour docteur. Bonjour. Alors vous êtes médecin virologiste et chef du département des virus épidémiques à l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. C'est bien ça? Bien ça. Voilà, il faut préciser que vous êtes également membre de l'organisation Enda Santé. Effectivement. Voilà, merci donc à tous les deux d'avoir accepté de participer à cette émission Défi de la lutte communautaire face aux variants du Covid-19. On parle de variants, de quels variants il s'agit-il? Ou du moins, quels sont les variants qu'on a ici en Afrique, en Côte d'Ivoire particulièrement? Nous avons pratiquement toutes les variants circulant dans le monde. Et l'avant-dernière variant, c'était le variant Delta. Aujourd'hui, nous sommes confrontés aux variants Omicron avec ces sous-variants. D'accord. Qui sont BA1, BA2, BA3, BA4 et BA5. On rencontre tous ces variants-là ici? Non, pas forcément. Aujourd'hui, les études sont en train de se faire pour voir exactement ce qui circule en Côte d'Ivoire. Et les travaux sont en cours. Okay. Mais en Afrique, on a des pays où on retrouve ces variants. Oui, effectivement. Oui, effectivement. Et puis, dû à la migration des personnes, on va retrouver ces variants un peu partout dans le monde. Vous avez parlé de la migration des personnes? Oui, la migration des personnes. Aujourd'hui, c'est facile de se déplacer d'un point A à un point B. Et donc, on se déplace aussi avec ces virus, on se déplace aussi avec ces variants. Et donc, c'est évident qu'on retrouve ces variants un peu partout en Côte d'Ivoire. Mais dans le cas du Covid, on impose le test, je ne sais pas, on a appelé PCR, je crois. On impose également la vaccination pour les voyageurs. Donc, je vais dire, le déplacement des personnes ne doivent pas favoriser la propagation de la maladie, non? Le vaccin ne nous empêche pas de faire la Covid. Le vaccin nous empêche de faire des complications de la Covid. D'accord. Et les tests PCR ne nous empêchent pas non plus de faire circuler la Covid parce que le test PCR en 72 heures nous dit que la personne n'a pas la Covid. Mais la période d'incubation et le fait qu'on fasse le test peuvent nous dire que la personne est négative aujourd'hui, mais être positif demain. Et donc, on n'est pas étonné qu'on nous dise « j'étais négatif hier, aujourd'hui je suis positif » parce qu'il y a cette notion de phase d'incubation et de maladie qui font que le test il peut être négatif comme positif. D'accord. Alors, avant l'apparition de ces variants, la pandémie avait quand même connu un recul. Et on va quand même dire que c'est également grâce à l'apport, à la mobilisation communautaire, Dr Bozo. Tout à fait, tout à fait. Et que les organisations de la société civile, en tout cas, se sont mobilisées dès qu'elles ont pu, parce qu'il y a eu un problème de capacitation, d'abord un problème de moyens.
Et donc le temps de se mettre en place, effectivement, ces organisations-là sont au front, en communauté, pour passer le message, pour mobiliser les leaders, les jeunes, les groupes, pour observer aussi, pour remonter des informations sur comment se comportent les populations face à la Covid et face aux mesures qui sont préconisées. Donc effectivement, il y a ce mouvement-là qui s'est mis en place assez, j'allais dire, pas précocement malheureusement, mais maintenant qui commence et qui aboutit justement à la mise en place de cet observatoire. C'est au décours de l'épidémie à Covid. D'accord, l'observatoire que vous dirigez. Tout à fait. D'accord, alors mais dites-moi, avec la survenue des variants, est-ce que ça a compliqué les choses sur le plan communautaire? Est-ce que les populations, je vais dire, sont de plus en plus réticents face au centre de dépistage, à la vaccination contre cette pandémie? Alors, on peut dire qu'il y a eu deux phases, si on voit la réaction des populations. Donc, au tout début, il y a eu cette phase de psychose qui a entraîné même une réduction de la fréquentation des centres de santé de façon générale. Après, il y a eu les mesures de confinement qui ont isolé certaines populations, notamment les plus vulnérables. Et celles-là, de façon claire, on a vu qu'il y avait un problème d'accès aux soins, tous soins généralisés. Hein. Donc, pour certains profils, notamment les personnes qui ont le VIH, la tuberculose, etc., on s'est rendu compte immédiatement qu'il y avait un impact sur leur traitement, leur prise en charge, etc. Et puis ensuite, il y a eu le fait que l'épidémie, la pandémie se soit un peu stabilisée et qu'on ait minimisé son impact dans notre contexte. Donc là, effectivement, il y a eu une sorte de relâchement et depuis, c'est ce qu'on observe. Il n'y a pas forcément de réaction plus forte face à l'annonce des variants. Non. Alors vous parlez de relâchement des mesures barrières. Oui. Est-ce que c'est par faute de moyens? On sait qu'Enda Santé, vous l'avez dit, milite, vient en soutien donc aux organisations communautaires. Est-ce que c'est par faute de moyens qu'on n'assiste plus donc à ces mesures barrières? Il y a véritablement un relâchement. On ne voit plus le lavage des mains, on ne voit plus le port des masques dans les lieux publics. C'est quand même assez inquiétant. Alors, il y a eu de petites études qui ont été faites. C'est surtout lié au fait que les gens ne perçoivent plus le Covid comme une menace pour eux. Donc, pour eux, c'est encore loin. Il y a le fait aussi, il y en a qui évoquent que de façon structurelle, c'est beaucoup plus difficile de prendre un transport en commun et de penser qu'on va respecter une mesure barrière. Tout ça. Mais c'est surtout lié vraiment au fait que les gens minimisent encore les risques pour eux-mêmes. Donc c'est ce que les études relèvent et c'est ce que maintenant avec les autres organisations de la société civile, on va essayer d'adresser précisément. On avait besoin de ces données-là pour comprendre un peu pourquoi il y a eu tout ce relâchement sur les mesures barrières. D'accord. On va voir un peu comment est-ce que vous comptez adresser la question. Oui, docteur Akogwa. Sur les mesures barrières, il faut que les populations comprennent pourquoi ces mesures barrières. Parce qu'il ne faudrait pas que les populations pensent qu'on impose des mesures pour imposer. Et je pense que tout est lié à la structure du virus. Et ça, il faut l'expliquer au maximum. Tout est lié à la structure du virus. Le virus étant, d'abord, première chose, le virus est un virus enveloppé, et donc fragile, capable d'être détruit. Et d'où, avec l'eau et le savon, l'alcool. Et c'est là où c'est important que les populations comprennent qu'il faut qu'on se lave les mains. Se laver les mains peut détruire le virus. Le virus, oui. Le virus étant transmis par voie respiratoire, les populations doivent savoir qu'en respectant une certaine distance, j'évite de me contaminer. D'où la notion de la distanciation. La distanciation. Et tout ça, c'est important pour que... Et même pour la notion des variants. Il faut que la population comprenne qu'on aura affaire tous les jours dans le temps à de nouveaux variants. C'est la chose la plus normale. Pourquoi? Parce que le virus, en se reproduisant, va se faire avec des erreurs. Je vais vous donner un exemple. Maman, ça s'écrit avec M-A-N, maman. Et donc, dans l'erreur, si on ajoute un N après le N, ça va toujours sonner maman. Bien sûr. Et donc, il n'y aura pas de changement notable. Mais si on ajoute un Y après le M,
ça devient Mamia. Et donc, ça change de nom. Et le changement, il peut être positif comme négatif. Positif, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va réduire les risques de propagation, il va réduire les risques de contamination, il va réduire la gravité, etc. Comme il peut être négatif, c'est-à-dire favoriser la mortalité, favoriser la propagation et favoriser... Donc, il faut que la population ait en tête que les variants, on aura parce que les variants sont dus à des mutations. C'est comme si on a une machine à écrire où on introduit beaucoup d'erreurs. Et on apprend que ces variants sont de plus en plus virulents. Pas forcément. On a eu au début d'Omicron, où Omicron n'était pas virulent. Mais il y a des sous-variants d'Omicron qui peuvent être virulents. Et donc, on peut avoir des variants qui peuvent être virulents, graves, comme on pourrait avoir des variants qui sont bénéfiques parce que réduisent le taux de mortalité. Et en réalité, ces variants vont stimuler l'immunité. Stimuler l'immunité permet à l'organisme de produire des militaires, des défenseurs de l'organisme. Et c'est ce qui est intéressant dans les variants. Donc, retenez qu'on aura de plus en plus de variants. Et donc, ça va faire qu'on peut avoir des risques. C'est pour ça que pour la communauté, c'est important, parce que quel que soit le variant qu'on a, c'est important de maintenir les mesures barrières, c'est important de se laver les mains, c'est important de porter les masques, parce que si on garde cette habitude-là, même cette habitude-là a fait qu'il y a eu une diminution d'autres pathologies. Par exemple, les pathologies des mains sales. Par exemple, les pathologies respiratoires. C'est parce qu'on a eu l'habitude dans la Covid de porter des masques, de se laver les mains, de respecter la distanciation sociale. Et donc, c'est important que les communautés comprennent ça. Et lorsque les communautés comprennent ça, je pense qu'on n'a pas besoin de faire de la publicité. Ce ne sera pas focus sur Covid, mais sera focus sur toutes les maladies qui peuvent se transmettre par voie respiratoire, par les mains sales, ainsi de suite. Je pense que c'est ce qui est important pour les communautaires. Ce n'est pas de les effrayer avec les variants Covid, mais c'est de dire que si nous prenons pour habitude de respecter les mesures édictées pendant la Covid, ça nous évitera d'autres futures maladies, même aussi graves. Alors, docteur Obodou, vous devez donc, vous, l'Observatoire, vous devez reprendre votre bâton depuis les reins, au vu de ce que docteur Adiogo est en train de dire. Tout à fait, heureusement qu'on n'est pas seul. Hein. On n'est pas seul, c'est un consortium de plusieurs organisations de la société civile et qui va finir par embrasser le plus grand nombre. Parce que comme il a dit, les défis, ce n'est pas seulement le Covid maintenant. Il y a d'autres maladies à potentiel épidémique, avec les contacts de plus en plus étroits avec les animaux et autres. On sait bien qu'on n'est pas à l'abri d'autres types d'épidémies. Donc cette expérience avec le Covid-19 nous a permis d'apprendre des leçons en fait et de comprendre aussi l'importance de la place des organisations de la société civile dans tout ce qui est mobilisation communautaire, prévention en communauté. Donc là, on a travaillé vraiment à mettre en place cet observatoire grâce à une subvention du Fonds mondial. Et il a passé les phases de conception, de formation des acteurs de collecte et depuis, je pense, on espère bien, d'ici septembre, vraiment, il va se déployer à échelle nationale. Donc voilà où on en est. Et l'idée vraiment, c'est de remonter des données, mais c'est de faire des constats et à partir de ces constats, d'apporter des réponses à certains incidents, notamment sur comment les communautés se comportent donc vis-à-vis de la Covid-19, mais également sur d'autres types d'incidents qui sont en relation indirecte avec le Covid. Je parle par exemple des violences basées sur le genre. On a vu ça pendant le confinement. Il y a eu une montée des violences en direction des femmes, même les mineurs. On a eu une augmentation des cas de viol sur mineurs, etc. Donc c'est tous ces constats-là que l'on veut faire de façon dynamique et apporter des réponses et prévoir d'autres types de situations. D'accord. Oui, docteur Adiogo, donc pour en revenir à ce que vous disiez, les variants ne doivent donc pas nous faire peur, c'est ça? Non, non, pas du tout. D'accord. Parce que ça ne changera pas les mesures barrières. C'est les mêmes mesures, et en respectant les mesures édictées pour la Covid, nous nous protégeons contre les variants, nous protégeons même contre ce qui n'est pas Covid. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Alors, je voulais compléter cela pour dire, est-ce que les vaccins qui ont cours sont efficaces sur
ces variants. Oui, les vaccins sont efficaces sur ces variants. Et c'est pour ça qu'en plus, il ne faut pas lâcher les mesures barrières, mais il faut se faire vacciner. Parce que se faire vacciner réduit les risques de complications de la Covid. Et ça, nous invitons les communautaires à... Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vraies qui sont dites sur la vaccination. Mais en réalité, comme je l'expliquais, en faisant le vaccin, on va permettre à son organisme de développer des gendarmes pour lutter contre le virus. Et lutter contre le virus, c'est faire en sorte que les gens n'en meurent pas. Et donc, pour nous, c'est important la vaccination. Il faut encourager les gens à la vaccination. Et les rappels s'expliquent par quel fait. Lorsqu'on rentre en contact avec le virus, on va développer des gendarmes qui nous protègent. Bien sûr. Et au bout d'un certain temps, lorsqu'on rencontre, soit on rencontre de manière artificielle le virus, par une infection non connue, on va stimuler ces gendarmes-là. Soit on les stimule par la vaccination. Mais lorsqu'on n'est pas en contact avec le virus d'une manière ou d'une autre, ces gendarmes-là vont avoir tendance à baisser et à disparaître du corps. D'où les restimuler. C'est ce qui explique qu'on va demander aux gens de faire une première dose, une deuxième dose et une troisième dose. Mais ça n'a pas d'inconvénient sur l'organisme de quelqu'un. C'est stimulé pour protéger. Docteur Obodo, Oui. le docteur Adjogwa a dit quelque chose de très important. Il y a beaucoup de choses qui sont dites sur la vaccination, sur même cette pandémie de Covid qui ne sont pas justes. Parlant un peu des variants, on entend comme ça dans la communauté, eh bien tiens, le premier virus qui a été fabriqué, parce que selon l'esprit des gens, ce sont des virus qui ont été fabriqués pour tuer les populations. L'autre n'a pas pu tuer, alors il faut fabriquer un qui est plus dangereux qui va tuer. Alors il y a tellement d'idées reçues. Mais je veux dire, ce sont des idées qui sont partagées par le monde entier. Hein. C'est pas dans nos contextes africains seulement. Même les pays développés, on entend tout et tout et rien là-bas. Donc, on ne va pas s'inquiéter forcément. Nous, notre rôle, c'est de vraiment rassurer que les décisions prises au niveau national collent parfaitement à la prévention, à la protection de nos communautés. Sur la vaccination précisément, les enjeux sont là actuellement quand même, parce qu'il a bien dit, il faut pouvoir quand même stimuler l'immunité et à un certain niveau de vaccination, cette immunité devient collective. Donc c'est tous ensemble en fait même si on pense qu'on est à l'abri, mais pour protéger les autres, il faut se faire vacciner. Et ça, c'est au centre de cette stratégie de communication qu'on va démarrer. D'accord. Surtout se protéger et protéger les autres. Tout à fait. C'est important. Bien sûr. Se protéger soi-même, et en se protégeant soi-même, on protège aussi les autres. C'est important. D'accord. Est-ce que les recherches se poursuivent pour avoir des vaccins, par exemple, plus efficaces à une dose, par exemple? Même à une dose, il faudra le rappel. C'est le principe du rappel, de la stimulation de l'immunité. C'est ça. Un vaccin à une dose qui ne permet pas aux gendarmes de l'organisme de se mettre en branle lorsqu'il y a une infection, c'est pas bon. Et donc, dans tous les cas, que ce soit Dr Obodo, que ce soit moi, on ne réagira pas de la même manière face au vaccin. Moi, par exemple, avec une dose, j'aurai mes gendarmes qui seront très stimulés et aptes au combat. Elle, il nous fera 2 doses, 3 doses. Et donc, ce qu'on fait, on globalise. On globalise pour dire que dans l'ensemble de la population, 75% de la population obtient une protection optimale après 2 doses, après 3 doses. On va pour tout le monde sur 3 doses. Et donc, personnellement, je pense que le principe, c'est stimuler l'immunité pour que les gens soient protégés. Ce n'est pas le principe d'une dose, de 2 doses, 3 doses, non. C'est la finalité. Comment on protège nos populations de manière globale et générale. Et puis de façon générale, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de pathologies pour lesquelles il n'y a qu'une seule dose de vaccin efficace. Essayez de voir tous les vaccins qu'on a reçus. C'est vraiment rare d'entendre qu'il y a une seule dose et puis on est vacciné à vie. Donc,
plus que pour la Covid, plus que pour les autres d'ailleurs, parce que nous tous maintenant, que ce soit les scientifiques et autres, c'est maintenant qu'on est entré en contact avec cette pathologie et les études, elles sont dynamiques en fait. Donc on ne peut pas garantir à quelqu'un que juste avec une dose ou 2 doses, vous êtes protégé à vie. Cet effort-là, cet engagement, il doit être collectif, effectivement. D'accord. En réalité, ce qu'on a, c'est que nous avons des virus à ADN qui sont des virus très stables. Les virus, vous l'avez ADN, d'accord. qui sont des virus très stables, qui ne changent pas dans le temps, qui ont moins de mutations. C'est ça. Ces virus-là, on peut faire une dose. Mais par contre, les virus à ARN, comme les virus de la Covid, sont des virus à une tendance à mutation. Donc, le virus que vous avez aujourd'hui peut ne pas être le même virus en termes de génome identique au virus que vous aurez demain. Et donc, c'est normal que les virus ADN, on ait une dose de vaccin parce qu'il n'y a pas de changement majeur. Mais par contre, les virus ARN, qui ont une tendance à la mutation, il faut adapter cette mutation-là au vaccin. Et donc, on aura de plus en plus de vaccins à plusieurs doses parce que c'est la mutation qui va guider les actions. D'accord. Donc, pour quelqu'un qui a reçu ces 2 doses, malgré les variants qui vont arriver, il n'a plus besoin de vaccination. Si, parce que comme je vous l'ai dit, vous recevez 2 doses, vous stimulez votre immunité, vous stimulez les cellules tueuses, vous stimulez. Mais si vous n'entrez pas en contact avec le virus pour maintenir un certain niveau d'immunité, votre immunité va décroître. Et au bout d'un certain temps, vous n'êtes plus protégé efficacement contre le virus. Et donc, à un moment donné, on va vous dire, faites un rappel pour booster cette immunité-là, pour être encore efficace contre les variants de virus qui vont venir. D'accord. Voilà. Et donc, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on va arrêter le nombre de doses. Ça sera fonction de la stabilité et de la mutation des virus qu'on aura en face. D'accord. Alors, docteur Baudou, on va certainement sur les défis pour la mobilisation communautaire à travers donc cet observatoire. Alors, quels sont les défis qui attendent donc vos communautaires avec qui vous travaillez? Alors, les défis sont nombreux. Le premier, c'est question de capacité. Ça veut dire qu'on se rend compte qu'il faut donner des capacités suffisantes au plus grand nombre, en fait, pour pouvoir répondre efficacement à ces préoccupations-là. Et puis, ces capacités doivent être mises à jour de façon dynamique, parce qu'il y a plein d'informations qui viennent. On ne peut pas s'arrêter sur ce qu'on savait au départ, non. Donc, c'est ça le plus gros défi. Après, il y a des défis qui sont liés juste aux questions logistiques et autres. On a des financements, ils ne sont pas forcément suffisants pour couvrir tous les besoins. Mais il y a une vraie volonté de la part de la société civile de prendre sa part d'engagement et de le faire. Donc là, cet observatoire, comme je le disais au départ, il regroupe 6 structures. Au sein de ces structures, on a des réseaux. Et ces réseaux-là, eux, ont près de 30-40 membres. Donc l'idée vraiment, c'est qu'à un moment donné, on puisse tisser une toile suffisamment large, en fait, pour pouvoir atteindre le dernier kilomètre, apporter l'information juste, vraie, et faire aussi la remontée d'informations au ministère de la Santé et au niveau central pour pouvoir prendre des décisions. Vos actions sont appréciées par justement le ministère de la Santé et les organisations? Oui, bien sûr. On a la caution du ministère. D'accord. Oui, docteur Adiogba, un mot sur cette mobilisation communautaire. Vous qui êtes scientifique, vous qui travaillez sur les virus. L'une des réussites de la lutte contre Ebola, c'était la mobilisation communautaire. C'est parce que les communautés se sont appropriées la lutte contre Ebola. Et ce n'est pas différent de la Covid. Et tant que les communautés s'approprieront les luttes, je pense qu'on arrivera à des résultats extraordinaires. Et donc, c'est fondamental que les communautés prennent le leadership de cette lutte contre la Covid. Même pas contre la Covid seulement, même toutes les autres pathologies. Et j'y crois fermement et je pense qu'il n'y aura pas de réussite tant que la communauté ne prendra pas le leadership
de cette lutte. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on devait dire qu'on n'a pas dit au cours de cette émission? Moi, je voulais peut-être revenir sur les personnes les plus vulnérables. Pour nous, c'est un point d'attention. Par rapport à la Covid, donc, il y a les personnes vivant le VIH, les patients tuberculeux, les patients qui ont des maladies chroniques. Pour ceux-là, vraiment, on pousse vraiment vers la vaccination, on conseille ça de façon forte. Et puis à tous les autres, bien sûr, c'est aussi de protéger justement ces groupes-là à travers la vaccination. Merci en tout cas à vous, docteur Obodou Evelyne Patrice. Merci. Je rappelle que vous êtes pharmacienne, économiste de la santé, manager de programmes de santé, ancienne directrice exécutive de ENDA Santé, et maintenant donc vous assurez la coordination de l'Observatoire communautaire de la santé dans le cadre donc de la lutte contre cette pandémie de Covid-19. Merci en tout cas d'être venu. Merci également à vous, docteur Aliogua Edgar Valéry. Vous êtes médecin virologiste et chef du département des virus épidémiques de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. Merci donc pour toutes ces informations qui, nous l'espérons donc, vont aider donc nos populations à être plus, je vais dire, plus sereine face donc à ces variants de Covid dont on parle tout le temps. Merci donc, on aura plaisir à vous retrouver donc pour aborder d'autres questions de santé sur le plateau d'Hebdo Santé. Merci d'être venu. Merci également à l'équipe de réalisation et à vous pour l'intérêt que vous portez à cette émission Hebdo Santé. À très bientôt pour un autre numéro, toujours sur Média.